Non, non, je suis toujours... Vous parliez de torchon sur la tête. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On va commencer la semaine avec une petite vidéo d'actu, mais avant de partir, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi je vous ai sorti une nouvelle vidéo sur Hakim Benotman. Le lien est en commentaire épinglé, allez donner de la force. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Violente altercation à Montpellier entre un élève et son professeur. C'est plus qu'une altercation, c'est une bagarre carrément. Il y a un autre élève qui s'est mêlé et les autres élèves étaient en train de filmer. Une enquête administrative ouverte après une violente altercation entre un élève et un professeur dans un lycée de Montpellier. L'incident a eu lieu vendredi 10 avril dans le lycée Jules Guesde à Montpellier. Sur des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on peut voir un enseignant gifler un élève. Ce dernier tente d'écarter le téléphone que le professeur tient devant lui pour filmer. L'enseignant est ensuite à son tour frappé, puis projeté au sol par d'autres élèves. Le ministre de l'Éducation nationale a dénoncé des faits inacceptables et a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative dès lundi. L'Académie de Montpellier a également réagi auprès de BFM TV, assurant que la violence n'a aucunement sa place dans un établissement scolaire. En attendant les conclusions de l'enquête administrative, les deux élèves identifiés comme étant impliqués, ainsi que le professeur, font l'objet d'une interdiction temporaire d'accès à l'établissement. Des équipes mobiles de sécurité seront également présentes dès lundi. Pour toutes les personnes qui ont à peu près mon âge, on est d'accord quand même, même si un professeur nous giflait, on n'aurait pas répondu. Sinon, on sait qu'à la maison, on aurait pris la tannée de notre vie. Enfin, moi, franchement, un professeur me gifle, je l'ai mauvaise, je peux pas vous mentir, mais je me dis, si je le touche, à la maison, mais je me fais marbrer comme pas possible, et du coup, je pense que je fais rien. En tout cas, cette affaire a beaucoup fait réagir sur les plateaux, notamment sur le plateau des grandes gueules d'RMC. Quand je vois ça, je fais des bons, moi. L'enseignant, il faut se mettre à sa place. Je dis pas qu'il a raison de mettre une gifle à un élève, mais franchement, il a eu un réflexe par rapport à une agression de laquelle il a été victime, quoi. Moi, à mon époque, je suis pas vieux, j'ai 54 ans, mais quand j'étais élève, si j'avais fait le 10e de ça, je dis bien le 10e, je rentrais à la maison, mon père me coupait en deux. Il me coupait en deux, le vieux. C'était clair, net et précis. Voilà. On n'a plus la notion, Joël a raison tout à l'heure dans ce qu'elle disait, on n'a plus la notion d'obéissance, de hiérarchie, vous voyez, l'élève doit obéir à l'enseignant tant que c'est justifié. Là, mais de quel droit ils font ça? Mais on vit dans un monde de fous. On est dans un monde parallèle. Je comprends pas, moi. À mon époque, un élève, un professeur, juste un regard suffisait des fois. Et on savait que... Si mais là, les temps ont changé, hein, c'est plus voilà, comme ça, Christophe. Alors, tout part de l'éducation, je pense. Tout part de l'éducation. À la maison, oui. À la maison. Oui, pour que les mômes puissent se permettre de faire ça, c'est qu'il y a un problème à la maison. Hein. Oui, mais moi, j'ai l'habitude de dire qu'un gamin, c'est comme un arbre. Un gamin, pour qu'il pousse droit, il faut qu'il ait un bon tuteur à côté. Si le tuteur est tordu, l'arbre va pousser tordu. Si l'adulte est tordu, le gamin va pousser tordu. Voilà. Donc, je suis désolé. Voilà, c'est la base, c'est l'éducation. Le professeur, c'est le professeur, on doit obéir au professeur. Alors, final. Ce week-end, c'était bien évidemment les obsèques de Loana, le plateau de TBT9 et notamment Gilles Verdez avait pas mal d'infos. En vrai, je m'en fous vraiment de l'affaire Loana, mais je sais que eh bien, les médias en ont parlé de toutes parts. Voilà, donc je vous mets la vidéo. C'est tout. C'était effectivement le jour des derniers adieux de Loana qui nous a quittés le 25 mars dernier à 48 ans. Et c'était les obsèques en la cathédrale Sainte-Réparate de Nice à 11h ce matin. Donc d'abord, contre toute attente, si je puis dire, la cérémonie était publique parce qu'on a appris, Cyril, que la famille avait tenté, les proches avaient tenté de monnayer la cérémonie, de négocier avec un hebdomadaire People l'exclusivité des photos. Alors le but, c'était de fournir une somme d'argent à Violette qui en manque cruellement. Personne n'a accepté le deal et du coup c'était public. Pourquoi, Cyril, l'ambiance a été apaisée? Vous vous souvenez qu'on avait dit qu'il y aurait des tensions. Eh bien Violette a lancé un appel au calme sur RTL qui a été entendu par tout le monde. Elle a senti que ça pouvait dégénérer et elle a dit « J'espère qu'il y aura suffisamment de recueil, de dignité et d'amour pour éviter les échauffourées ».
elle a été entendue, il n'y a pas eu d'échauffourée, Cyril. Alors il y avait beaucoup de monde, 400 personnes devant l'église, 400 personnes. Il y avait plusieurs personnalités publiques, il y avait Benjamin Castaldi qui était là, il y avait Alexia Laroche-Joubert. Au début, c'est Éril Preyer qui est arrivé très tôt, Stevie Boulet qui était extrêmement ému. On va les voir, il a expliqué qu'il avait une peine incommensurable. Et Éric Ciotti, vous l'aviez annoncé, Cyril, Éric Ciotti était bien à la cérémonie. Ah ouais. Éric Ciotti était assis au premier rang d'un côté avec Benjamin Castaldi et Alexia Laroche-Joubert. Juste derrière, il y avait Stevie, Christophe et Julie. M6 avait envoyé 2 personnes, Cyril, Jérémy Guyot et Thomas Valentin, qui ont représenté la chaîne. Ah, bravo Thomas Valentin, c'est lui qui a lancé le skate. Exactement. Bravo Thomas Exactement, d'ailleurs. bravo. On l'embrasse. Ils étaient là et Jérémy, c'est le responsable de la com. Et Violette a été extrêmement touchée de leur présence. Très Et bien. elle était de l'autre côté avec Éril Preyer. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Violette a fait un discours extrêmement émouvant. Je vais vous lire quelques phrases. On n'a jamais coupé le cordon ombilical. On était fusionnels. Je suis heureuse d'avoir été ta maman. Tu resteras ma miette. Je t'aime fort, ma miette. Que cette journée soit une journée remplie d'amour pour toi. Et ça l'a été. Il y a eu des chansons, comme le voulait Loana, comme elle l'avait demandé. Et notamment, à la fin, il y a eu le tube de Loana, Comme je t'aime, qui avait été vendu, qui avait fait un énorme succès, vendu à 200 000 exemplaires, qui a clôturé la cérémonie. Donc voilà, ça s'est globalement bien passé, Cyril, et les obsèques ont été dignes, la foule a été recueillie, et 400 personnes étaient là pour donner un dernier au revoir à Loana à l'extérieur. Je Voilà. crois que le plus triste dans l'histoire, c'est de voir autant de personnes présentes pour son dernier voyage que quand elle était en vie. Qu'elle repose en paix. Les temps sont un petit peu durs en ce moment pour Donald Trump. Ça a commencé avec l'UFC à Miami ce week-end, où déjà il a été hué par la foule. Et en plus de ça, eh bien, le Congrès se pose des questions sur ses capacités à gouverner. Donald Trump assiste à un combat de MMA en pleine négociation avec l'Iran. Au moment où le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, annonçait ce dimanche à Islamabad l'échec des négociations pour mettre fin au conflit en Iran, le président Donald Trump, lui, faisait son entrée à l'UFC 327, un championnat de MMA à Miami. On le voit sur ces images discuter avec un combattant à côté de la cage. Et le contraste des ambiances est frappant. The bad news is that we have not reached an agreement. Tellement frappant que beaucoup d'opposants politiques remettent à nouveau en cause les capacités cognitives du président, réclament des examens de Donald Trump et que son médecin soit auditionné par le Congrès. Grand fan de l'UFC, le président américain aura donc passé sa soirée à observer les combats de MMA entouré de ses enfants. Le 14 juin prochain, jour des 80 ans de Donald Trump, l'UFC organisera un événement à la Maison-Blanche pour célébrer le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Et vu qu'aucun accord n'a été trouvé, les États-Unis ont décidé de passer la seconde et de bloquer le détroit d'Ormuz. C'est à 16h heure française que le blocus entrera en vigueur dans le détroit d'Ormuz. L'armée américaine empêchera tous les navires entrant ou sortant des ports iraniens de passer. Pour y parvenir, elle pourra notamment compter sur l'un de ses porte-avions déployés au Moyen-Orient, l'USS Tripoli. Soit la possibilité d'un bâtiment d'escorte du porte-avions de se rapprocher d'un navire qui voudrait rentrer ou sortir et lui dire demi-tour. Et puis après, il y a aussi les moyens aériens. On peut très bien envoyer un hélicoptère, y déposer des hommes pour prendre le contrôle du bâtiment. Cette décision intervient après le refus de l'Iran d'abandonner ses ambitions nucléaires. Le but, affaiblir encore un peu plus financièrement le régime des Mollahs, selon ce spécialiste. Depuis le début de la guerre, les Iraniens ont continué d'exporter leur pétrole, notamment vers la Chine, mais aussi vers d'autres pays, comme l'Inde ou le Pakistan. S'ils coupent totalement ce flux, ça veut dire que les Chinois, les Pakistanais et les Indiens ne peuvent plus y accéder, donc ils vont chercher du pétrole ailleurs. Les bateaux, allant ou venant d'autres pays, pourront eux circuler librement dans le détroit d'Ormuz. Un passage stratégique où transite 20% du pétrole mondial. Sur Twitter, on a eu peut-être la séquence la plus légendaire depuis très longtemps. Et on peut créditer cette séquence à un YouTuber qui s'appelle Psyodélique. Grosso modo, Netflix a sorti une série sur une famille martiniquaise. La série s'appelle Bandit. Et pour faire un petit peu la promo, Netflix a partagé le drapeau martiniquais sur Twitter. Le problème, c'est que Psyodélique a pas reconnu le drapeau de la Martinique. Et ça donne cette fameuse séquence légendaire. Alors j'ai résilié mon Netflix, ça y est. Ça tombe bien. J'ai résilié Netflix
Avant-hier. Je l'ai résilié avant-hier. Faire la promotion de terrorisme. Bravo à vous. Et du wokisme en même temps. Bravo à vous. Pourquoi ils ont fait ça en fait? Il y a quelque chose aujourd'hui sur la Palestine? Ah, ils ont changé? Juste bordel. What the fuck? Quoi? Ils ont changé les photos au dernier moment? Attends, je fais un screenshot. Bon, c'est pas mieux, hein. Incroyable. Incroyable. What the fuck? Attends, j'ouvre une autre truc avant de... Ils ont créé un truc Palestine et après ils ont modifié les 4 photos pour mettre... C'est quoi encore ce truc viral marketeur de balles? Ou alors ça a commencé à jaser? Ah bah non, non, je le vois encore. C'est bizarre. C'est quoi ce système? C'est marrant. Quand tu cliques, c'est ça. Quand tu retweets, c'est étrange. PS, attends. PS. Étrange. Quand tu retweets, il n'y a que des photos d'acteurs noirs. Comment ça marche? Ah. D'accord, c'est des photos élargies. C'est comme ça qu'ils ont fait, ok. C'est des photos élargies et du coup ça prend le milieu de la photo. D'accord, c'est comme ça qu'ils ont fait. Donc ça doit être un film sur la Palestine avec des noirs. C'est la Martinique? Ah putain, c'est la Martinique, pas la Palestine, t'as raison. Je fais des conneries. Oh, c'est pas mieux, hein, remarque. C'est là. Mais en fait, la Martinique va falloir faire quelque chose aussi. Hein. Et c'est là que ça me dérange. Comment ça, c'est pas mieux? La Martinique, c'est la France? C'est nos frères et sœurs? Comment ça, c'est pas mieux, mon gars? T'es un grand malade, toi. Eh, votre racisme, c'est bon, là? Allô? Je sais pas, moi. C'est comme si tu dis les Corésiens, c'est pas mieux. À moins que ce soit un problème de couleur de peau. Ah mince. Hier en live, on se matait une vidéo sur des complotistes, des survivalistes, enfin c'était un truc de fou. Et à un moment, il y avait vraiment des comportements de dérive sectaire. Et justement, il y a une affaire qui a pété là avec un gourou. Près d'1 million d'euros saisis. Je vous laisse regarder, c'est complètement fou. C'est dans cette maison surnommée le refuge qu'un couple de gourous recevait ses fidèles. Quand les gendarmes interviennent, ils retrouvent des liasses de billets, des pièces d'or, des lingots d'argent, mais aussi un véhicule. Le tout estimé à près de 220 000 euros. 5 personnes ont été interpellées. Parmi elles, ce couple, suspecté d'emprise psychologique sur une trentaine d'adeptes. Comme cet homme, il a lui aussi intégré la communauté. Nous venions de Suisse, donc on avait de l'argent avec nous. On a beaucoup investi en argent et en temps, en travail, dans l'obligation de servir. Voici le studio où le prédicateur filmait ses sermons avant de les publier sur Internet, suivis par des milliers de personnes. Seigneur, pardonne-moi, je vis encore sous la malédiction. Je suis centré sur moi, je suis égoïste, je veux être sauvé. Mais l'affaire dépasse le petit hameau des Alpes. Selon les enquêteurs, ce groupe était également implanté en Suisse où une procédure est en cours. Et en Belgique, une femme de 80 ans dit avoir été obligée de vendre sa maison au profit de la communauté dans les années 2000. Ils vous isolent parce que c'est eux qui ont raison, quoi. Ils savent vous manipuler pour que vous offriez encore des dons et plein de choses, quoi. Alors que j'étais seule avec mes 3 enfants et que j'avais bien besoin de tous mes sous. Je ne pensais plus qu'à me suicider, quoi. Un phénomène d'emprise confirmé par les gendarmes. Des victimes de cette emprise qui se retrouvaient en fait à ce que toutes les décisions du quotidien soient dictées par le gourou lui-même. Ça allait jusqu'à la vente de biens, l'endettement, le surendettement. Le principal organisateur nie les faits qui lui sont reprochés. On conteste vraiment cette idée qu'il y a eu une dérive sectaire ou une emprise qui aurait eu vocation à récupérer des fonds à un usage strictement personnel.
3 personnes ont été mises en examen et écrouées, dont le trésorier de l'organisation. Les gendarmes poursuivent leurs investigations à la recherche d'autres victimes potentielles. Le youtubeur Gaspard G a fait un entretien, une interview avec Jean-Luc Mélenchon, l'occasion de lui poser la question de revenir sur ses propos qui datent un petit peu sur le hijab. Vous allez écouter la réponse de Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu aussi d'autres mots où vous êtes très critique envers le hijab, par exemple. Sur cet aspect-là, vous avez évolué? Non. Non, je suis toujours... Vous parliez de torchons sur la tête. C'est une erreur et j'en suis désolé. Donc vous avez évolué? Alors, comme homme, parce que je suis devenu sans doute plus attentif aux autres et à la souffrance des autres. C'est très impoli de parler comme ça de gens qui ont une pratique religieuse qui est pas la mienne. Je ne suis pas musulman, mais de quel droit vais-je me mêler de dire à une femme comment elle doit s'habiller, est-ce qu'elle doit se mettre sur la tête ou pas? Il y avait une forme de brutalité dans la manière d'être. Si vous voyez ce que j'ai pu raconter sur les catholiques, c'était horrible aussi. Jusqu'à ce que je rencontre les chrétiens d'Amérique latine, des prêtres se faisant tuer aux côtés des nôtres, des bonnes sœurs se faisant torturer et jeter à la mer, c'est fini. Et donc je me suis rendu compte que je parlais d'une manière qui était inacceptable et qui allait contre mes objectifs. La séparation de l'Église et de l'État, l'État laïque, ça veut pas dire un État athée. Ça veut dire le fait que vous avez votre liberté de conscience. Alors après, quand un chrétien vient avec ses idées de chrétien, dit « je vous propose de faire ça », il nous propose pas sa religion, il nous propose sa décision. On dit « ça nous plaît, on prend. Ça nous plaît pas, on n'en veut pas ». On vote, mais pas parce qu'il est chrétien. On regarde ce qu'il a proposé. Par exemple, nous on vient, on dit le mariage pour tous. Bon il y en a qui disent « ah non, pas du tout. Je suis convaincu par ma religion, je n'en veux pas ». Il a le droit. Il se défend, il fait voter contre. Bon, il vote contre, je vote pour. Et à la fin, les deux, on respecte la loi. Et j'ai respecté la loi des dizaines de fois, alors que j'en pense le pire mal de la loi. Mais c'est comme ça, il faut accepter la règle. Et je pense que la forme de la laïcité qui est proposée aujourd'hui dans un esprit islamophobe absolument répugnant, qui fait peur à des millions de personnes dans ce pays, je ne peux que la combattre. Parlons maintenant un petit peu de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Donc sur le plateau de C'est à vous, il y avait le frère aîné d'Agnès, donc la femme de Xavier Dupont de Ligonnès, qui a donc été assassinée avec ses enfants. Et il est revenu sur le plateau sur une théorie du complot autour du dossier, qui est colportée par la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès. Je vous laisse écouter. C'est pas que c'est faux, c'est qu'ils étaient invisibles. Les policiers nous ont dit, le procureur de la République nous a dit, mais vous ne pouvez pas les voir. C'est inhumain. 15 ans de mystère et de théories, de complot, comme celle de la sœur de Xavier, Christine Dupont de Ligonnès, qui a reçu une lettre de Xavier une semaine après la disparition de la famille et qui y affirme que tout est une mise en scène et que la famille est partie vivre à l'étranger. Si on considère que la lettre est authentique et que Xavier effectivement travaillait par exemple pour du renseignement, il est parfaitement logique, dans le cadre d'une exfiltration, de faire en sorte que tout cadre. On arrive à cette conclusion que les corps ne sont peut-être pas ceux de la famille. On nous dit que ce sont les corps d'Agnès et des enfants. En revanche, nous, dans la famille, strictement personne n'a pu approcher ces corps. Ça veut dire que personne, ni dans votre famille, ni dans celle d'Agnès, n'a pu reconnaître les corps. Aucune reconnaissance visuelle. Vous pensez, que votre frère n'a tué personne, qu'il est toujours vivant, et d'ailleurs qu'ils sont tous vivants. C'est ça? Tout à fait, c'est ce que nous pensons. Ça vous choque, Guillaume Abbas en danger? J'ai aucun commentaire à faire là-dessus parce que d'abord je suis tenu au secret professionnel et au secret de l'instruction, donc je peux pas vous donner les éléments qui sont dans les dossiers, mais tout ce qui a été fourni à la presse par le procureur de la République est vrai, sont des vérités. Ma sœur a disparu, les ADN ont parlé, il n'y a pas de débat là-dessus. J'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Ça relève les corps qui ont délire. été enterrés sont ceux des enfants et Évidemment. d'Agnès. Évidemment. Cette personne dit on ne les a pas vus. C'est faux. Vous les avez vus? Non, d'abord, c'est pas que c'est faux, c'est qu'ils étaient invisibles. Les policiers nous ont dit, le procureur de la République nous a dit, mais vous ne pouvez pas les voir. C'est inhumain. Je vous fais pas de détails sur l'état dans lequel ces corps étaient. Et donc, on a accepté de ne pas les voir, pas pour nous protéger, pas pour dissimuler, pas pour cacher, parce que c'était invisible pour quelqu'un de sain d'esprit. Vous avez encore des liens avec la famille de Xavier Dupont de Ligonnès? J'en ai jamais eu. À ce jour, 2 services gèrent le dossier, la police judiciaire de Nantes et l'Office central pour la répression des violences aux personnes. Et depuis 15 ans, les signalements affluent. On en compte 1850. Guillaume Abbas au danger, à chaque fois, est-ce que c'est un espoir pour vous?
À chaque fois, ça fait monter le rythme cardiaque parce qu'on se dit peut-être on va avoir un dénouement. Peut-être on va avoir un moyen d'entendre ce que Xavier pourrait avoir à dire. Mais pour l'instant, ça a fait pchit à chaque fois, malheureusement. On va terminer sur le petit clash. Alors, c'est pas... On va terminer sur le petit clash entre TBT9 et Quotidien. Alors, c'est pas nouveau, ils se sont toujours taclés depuis des années. Là, actuellement, TBT9 est devant Quotidien. C'est le premier talk show de France. Et en fait, Quotidien a avancé le fait que TBT9 a des liens avec Jordan Bardella. Et en fait, ça n'a pas plu à Cyril Hanouna. Donc, si eux, ils ont les preuves, qu'ils n'hésitent pas à nous les montrer, et on les montrera ici dans cette émission. Mais voilà, moi, vous savez, moi, je ne dis rien sans preuve, contrairement à Quotidien, et c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça, ils devraient se poser les bonnes questions au quotidien. C'est peut-être pour ça qu'ils sont tous les jours derrière nous en audience. Et à un moment, quand les mecs, quand vous faites que des suppositions dans une émission, à un moment, vous ne pouvez pas être premier talk de France. Nous, voilà, on dit... Eh ben, on dit ce qu'on voit. Voilà, nous, on n'essaie pas de faire des suppositions et d'attaquer à chaque fois tout le monde. Vous savez, nous, la différence entre nous, c'est que nous, on est dans la bienveillance. À part avec Nagui dans un instant. Et Quotidien, ça roule. Vous savez, je vais vous dire, mes chéris. Je vais vous dire la différence entre Quotidien et nous. Quotidien n'aime pas l'amour. Et nous, nous sommes des amoureux de l'amour. Et quand on voit un couple, quel qu'il soit, heureux. Marc Lavoine. Même Marc Lavoine et Adriana Carambeu, on commence à les kiffer. Et Trudeau, et Trudeau Eh ben nous, Trudeau jamais. Eh bien nous, on ne dit qu'une chose, on dit bravo, vive l'amour, qu'il soit heureux et qu'il continue à se balader main dans la main à Ajaccio, à Guingamp, à Lens, à Limoges ou ailleurs. Voilà, donc je vais donner un petit conseil quotidien. Si vous voulez redevenir premier talk de France, même quand je suis là, pas quand je suis arrêté de mars à juin, comme l'année dernière, eh bien les chéris, concentrez-vous sur l'amour. Aimez votre prochain. Aimez les autres. Aimez l'amour. Aimez ceux qui s'aiment. Aimez ceux qui s'enlacent. Aimez ceux qui s'embrassent. Et peut-être qu'un jour, vous redeviendrez premier talk de France. Pour l'instant, vous êtes un bon deuxième. Il ne vous manque qu'une seule chose. L'amour des autres. Voilà. Bravo. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Allez donner de la force à la dernière vidéo qui est en commentaire épinglé. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous on se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Mousse, c'était chaud, c'était flou, mais on a mis la loupe. Les fous, les relous, ceux qui parlent beaucoup. Ici on éclaire tout, même ceux qui fait grincer les dents. Si t'as kiffé, balance un like. Abonne-toi, rejoins la clique. Active la cloche, on remet ça bientôt. Et crois-moi, la suite va faire du bruit.